Alors, je suis désolée, je vais faire mentir Michel. Mais je pense que ce sera plutôt Zorg qui va beaucoup vous parler de live coding. Moi, j'ai décidé de prendre une autre approche, parce que c'est celle sur laquelle je réfléchis énormément en ce moment pour l'écriture de ma thèse. Pour une partie de l'écriture de ma thèse, pas tout. C'est donc créer avec du code sur du hardware. Donc dans cette présentation, je vais vous parler de la partie Create with Code quand même, faire une petite introduction aux différents outils, qu'est-ce qui existe en Creative Coding, parce que je ne savais pas quelle allait être la teneur de l'assemblée, donc je vais quand même présenter 2-3 trucs. Je vais vous présenter aussi notamment ce que moi je fais quand même pour vous situer les choses en Creative Coding. Et ensuite j'aborderai la partie en hardware avec un historique d'une communauté qui s'appelle la Démoscène, dont je vais vous parler un peu en large et en travers, parce que j'en suis complètement folle. Et je trouve ça fascinant. Et à la fin, il y aura une sorte de petit résumé de qu'est-ce que ça veut dire aussi, Create with Code on Hardware, pour moi, dans ma propre pratique, comment ça m'a inspiré et ce que ça m'a apporté. Donc dans un premier temps, du coup moi je suis artiste numérique et démocineuse. Donc démocineurs, c'est ceux qui font partie qui sont productifs ou qui vont à des démo-parties, etc. Hop, il y a des petits glitches d'encoupés. Également pour l'information, je suis technical artist à Dontnod, un studio de jeux vidéo sur Paris. Et du coup, je suis doctorante à l'Université Paris 8 dans l'équipe de recherche INREV, Images numériques et réalité virtuelle. Et je suis une ancienne étudiante d'ATI, Arts et technologies de l'image, qui est une formation dont 2 des cofondateurs sont ici aujourd'hui et que je remercie chaleureusement, parce que je ne serais pas là où j'en suis sans cette formation qui est en plus publique. Donc c'est pas cher, c'est bien, c'est cool. Et ça fait plus de 35 ans que ça existe, je crois. 85. Et des concerts. Mais ça valait le coup de se battre quand même. C'est super bien. Donc, Create with Code. Bon, les classiques, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Processing, j'ai mis plein de liens. Alors, je ne sais pas si on vous donne des PowerPoint après. Ou... Moi, j'ai la version j'ai la version PDF. Il y aura tous les liens dedans. Je verrai avec Grégory si vous souhaitez le recevoir. Donc Processing, pour apprendre The Coding Train, c'est génial, c'est Daniel Schiffman. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle The Nature of Code. Et c'est fantastique. C'est pour tout niveau, c'est superbe. Tri.js, je ne maîtrise pas trop, mais je l'ai mis. C'est là. Processing, c'est à base de... C'est sorti de JavaScript. Python, vous pouvez faire du creative coding avec juste du Python. Il y a la lib notamment Philo est un peu plus débutant friendly apparemment. La lib au-dessus de Philo qui est encore plus simple. Et vous avez les shaders et d'autres trucs que j'ai sûrement oubliés. Typiquement, voilà, si jamais ça vous intéresse de sortir ça en soirée, sur Designer, un pixel processor, c'est un shader, donc techniquement vous pouvez faire du Creative Coding sur Substance Designer si vous avez envie. Et du coup, shader, c'est souligné parce que c'est ce que moi j'utilise le plus. Alors, très rapidement, encore une fois, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui savent ce que c'est. Un shader, c'est un petit programme qui va aller susurrer des mots doux à votre GPU pour rendre une image. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Du coup, il y a des langages de programmation pour ça spécifiques, des langages graphiques. Et pour rendre une image avec les GPU, votre ordinateur a besoin de 7 stacks. Il en manque sûrement un petit peu, ça dépend des GPU, il y en a qui font des optimisations, etc. Mais on va dire que ça, c'est la stack de rendu globale. Et tout ce qui est en bleu dans cette stack, c'est ce qui est programmable. Donc la rasterisation, vous n'y avez pas accès, c'est dans le hardware, etc. Par contre, vous avez accès au vertex shader, tessellation, géométrie et fragment. Moi, généralement, je code la dernière partie. On fait du shader coding, c'est-à-dire le fragment shader. Et du coup, vous remarquez que c'est après la rasterisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est plus du tout en 3D. On n'a plus de position de points en 3D, ça n'existe plus. Maintenant, on est sur une
projection de la 3D sur une grille, donc on est dans de la 2D du pixel. D'ailleurs, des fois, ça s'appelle le pixel shader aussi. Les fragments, c'est la désignation du bout d'objet, du bout de triangle en 3D qui a été projeté sur la grille. Ici, très rapidement, je vous ai mis les différentes API avec les langages associés. Donc, DirectX, c'est du HLSL, OpenGL, c'est du GLSL, du CAN, c'est du SPIRV, du métal, c'est du métal. Ça, c'est le plus pour rappeler. Voilà, ça, c'est pour aller un peu vite. Si vous voulez voir mon travail, je vous ai quand même mis des petits liens, des petites images. Voilà. J'ai un shader toy, on va aller le voir vite fait. Comme ça, c'est l'instant où je vous montre les trucs que je fais et après je montrerai les travaux des autres. Donc voilà, il y a plein de trucs, si vous pouvez aller les voir. Alors shader toy, c'est assez sympa, c'est une plateforme où il y a le code. Je vais en fait augmenter le code via ça. Voilà, donc vous avez l'image qui est en temps réel, vous avez du bout de code là, et bon bah effectivement, comme le disait Marie-Hélène, si je fais ça, et que voilà, ça change la couleur. Alors là, il faut faire une petite manipulation pour compiler, mais il y a des outils pour faire du shader coding, vous avez pas besoin de taper sur le clavier pour dire j'ai fini ma ligne, quoi. Il y a de la compilation auto. Voilà, voilà, donc vous avez plein de pages, vous pourrez aller voir si vous voulez. Très souvent, je m'appelle Flopin partout. Si sur ShaderToy vous cherchez Flopin, vous aurez ça. Je fais des petits lives sur Twitch aussi, et je voulais quand même vous montrer, en tout cas pour aller un peu plus vers la démoscène, que c'est aussi une pratique que j'ai en live, donc vraiment en représentation, devant des gens, etc. Parce que du coup, avec le live coding, ce qu'on peut faire, en tout cas ce que la communauté qui s'appelle la démoscène a mis en place, c'est des concours, c'est des battles de code, c'est des battles de shader coding. Donc vous êtes dans une salle, il y a vraiment l'ambiance, enfin voilà, là, tout ça, là, c'est plein de nerds. Enfin, c'est méchant. Moi aussi, j'en fais partie. Voilà, vous êtes devant 300 personnes, c'est pas toujours le cas. Et chacun a 25 minutes, une espèce de page blanche qui est ce tunnel que très peu de gens gardent. Et vous avez du coup 25 minutes, vous n'avez pas d'anti-sèche, vous devez savoir comment le langage fonctionne par cœur, on va dire. Et bah, du coup, vous codez votre effet visuel, et puis à la fin, vous avez le public qui vote à l'applaudimètre, en tout cas quand c'était IRL. Aujourd'hui, avec le Covid, la démoscène a quand même continué et s'organise plus sur des plateformes de streaming, avec du vote en direct également, mais du coup, via des plateformes de vote. Tout ça. Donc c'est super cool, et puis au bout de 25 minutes, on a des résultats plus ou moins... voilà, après c'est le public qui juge, c'est fatigant, mais c'est assez excitant, c'est cool. Voilà. Donc là c'était la finale de la Revision 2019, je me suis fait rattraper tranquille. Mais en même temps, il a 10 ans de plus que moi. Il a de l'avance. Voilà. Disons que une fois qu'on a fait ça, ça peut être assez facile d'avoir cette pratique qui est live, mais pour des concerts par exemple, pour avoir cette pratique dans un cadre de VJing, imaginons. Et c'est là où ça peut être intéressant d'interfacer. Donc là, on peut déjà interfacer avec le son, hein, il y avait déjà la FFT dans le logiciel qu'on utilise, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais ça peut être aussi rigolo. Moi, j'ai fait ça pour du VJing, d'avoir la Leap Motion, vous transformez le signal en MIDI, et puis ça marche. Je pense qu'il y a des choses à faire avec la Kinect, avec des manettes de Xbox, whatever. Voilà. Vous pouvez aussi m'arrêter à tout moment, hein. N'hésitez pas. Et puis j'ai un Twitter aussi. C'était l'instant promo.
Je vous ai quand même mis des petites ressources. Alors là, c'est le moment où, si vous avez peur de ne pas avoir le PDF, vous pouvez prendre une petite photo. Vous avez du coup les softwares qui vous permettent de faire du shader coding. Est-ce que c'est online ou offline? Donc est-ce que vous pouvez l'avoir sur son site web? Voilà. Quelques learning resources, moi je conseille, je l'ai mis à la fin, c'est un peu bête, mais je conseille très fortement pour ceux qui aiment les tutos vidéo The Art of Code. C'est vraiment génial. Et là vous avez des gens qui font du Twitch. Je me suis encore mis parce que je viens. Non, je déconne. Qui font du Twitch de shader coding. Alors pas toujours, c'est pas non plus ultra régulier comme les streamers un petit peu plus mainstream. Enfin, on fait ça quand on a envie, quoi. Mais voilà, vous aurez des vidéos d'anciens streams à aller voir qui peuvent être intéressantes. Ensuite, en hardware, et c'est là où je vais vous embêter avec la démoscène. Démoscène, scène démo, plein de façons de le dire. Moi je vais dire démocine. Alors, pourquoi c'est important? Enfin, pourquoi selon moi c'est important? Qu'est-ce que ça a constitué dans ma façon d'aborder le code, etc. Bah, c'est vraiment cette notion de hardware et de relation au hardware. Très rapidement, je vais vous faire un petit historique de cette communauté et derrière, je vais vous montrer des petits exemples de ce que produit la démocène, parce que c'est vraiment une communauté qui est remplie d'artistes et de techniciens, de technical artistes, en vrai, je dis ça, qui depuis longtemps crée pour le plaisir de jouer avec la machine, de la hacker, etc. Et je vais vous présenter cet historique selon... en fait, c'est vraiment quelque chose qui a énormément évolué avec les capacités des machines. Donc, je vais vous faire un rapide historique autour de combien de bits il y a dans les bus des microprocesseurs. C'est un peu ça qui a aussi conditionné la puissance des machines. Donc, vous aviez l'ère des 8 bits, donc tout ce qui est Atari 400, Commodore 64, ZX Spectrum, etc. Je ne vous les ai pas tous mis. Et c'est très intéressant parce que c'est donc dans ces années-là, hein, quand ces machines-là sont arrivées dans les salons des gens, on a commencé à voir du crack, quelque chose d'assez illégal. Mais bon, fuck le capitalisme. Et du coup, il y avait un peu toute cette ambiance de j'ai mon grand frère, il connaît un pote dans la cour du collège, il s'échange des disquettes, vas-y on essaye de les mettre dans notre machine, et puis en fait tu te retrouves avec un jeu complètement craqué, et le premier écran que tu vois, c'est ce qu'on appelle une intro. C'est un nom qui représente un groupe de gens qui a réussi le crack, et affiché d'une façon un peu originale, hein, comme vous pouvez voir là. Généralement ça bouge un peu. Alors là, Poète.net, c'est le site où il y a absolument, quasiment toutes les démos qui sont sorties. Donc, vous avez ce genre de choses. Ça vous dit en quelle année ça vient d'être craqué. Il y a du son également. Hein, il y a... Voilà, c'est 8 bits. Hein. Mais c'est de là. Si, c'est de là que vient la chiptune. Disons que ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens à la musique qui du coup est codée, vraiment hard-codée dans la puce, donc dans le chipset, chiptune. Encore une fois, pour vos soirées culture, si vous le savez. Donc ça, c'était du début 80. Enfin, celle-là, elle date de 87, mais il y avait déjà eu quelques petites choses avant. Et comme ça a grossi de fil en aiguille, d'échange de disquettes en échange de disquettes entre des potes. C'est monté même carrément des rassemblements de tous ces gens. À l'époque, on appelait ça les crack parties, ou les copy parties, ou les swap parties, il y a plein de noms. Et en gros, le but c'était, vous veniez avec votre carton de disquette vide, et vous repartiez avec un carton de disquette plein de jeux craqués. Donc, c'était moyennement légal. Il y a des gens qui ensuite vendaient les jeux qu'ils avaient eu gratos craqués devant les enseignes des Fnac, des trucs comme ça. Bon,
Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a quand même, vu qu'il y avait du challenge technique autour des cracks et qu'il y avait ce côté un peu fier, un peu égo trip de mettre avec son nom de groupe, parce que c'était légal, on a réussi à faire ça. Et bien, il y a eu aussi un intérêt qui a grandi pour le graphisme sur ordinateur, et sur ordinateur très limité, très contraint. Est ensuite arrivée l'ère des 16-bit machines, donc Atari ST, Amiga, Aga ou pas, vous avez aussi l'Amiga 500, tout ça, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un sujet très sensible, l'Amiga, dans la démoiselle. Mais du coup, à ce moment-là, on est vachement moins sur essayer d'exploiter le hardware pour faire du crack. Quand vous avez des démos, c'est le nom des productions de la démocentre, vous avez des démos qui sortent sur des machines 16 bits, c'est beaucoup moins des intros de crack, mais beaucoup plus des exécutables qui vont venir vous générer de l'image, du son, de l'animation, et donc du coup, généralement, les groupes qui faisaient ces démos coder leur propre render engine. Donc on est vraiment... c'est beaucoup moins sur l'exploit de glitch, etc. Et c'est plus sur la beauté de ce que peut produire les mathématiques sur une machine, l'élégance de ce qui peut être fait. Et il y a quand même des petits tricks qui sont trouvés à droite à gauche pour réussir des choses assez impressionnantes par rapport aux capacités de la machine. Donc c'est vraiment très relié au hardware. Mais de toute façon, ça je vous le dirai, enfin je vous donnerai des exemples plus concrets après. Et enfin, on est passé ensuite à machine 32, voire 64 bits, c'est un peu... Enfin, les PC d'aujourd'hui sont tous 34 bits, il y a eu 32 avant, je fais un très grand bond là, hein, on est d'accord, mais c'est un peu, on va dire, vu que je dois résumer, c'est un peu trois grandes familles d'ordinateurs et de types de hardware qui ont fait changer un peu la façon dont on définissait ce qui était une démo. En fait. Et donc, quand on arrive au 32-64 bits ERA, on est plus sur, quand je dis abstraction, c'est vraiment de l'abstraction technique. C'est-à-dire qu'on a tellement de couches qu'on a de moins en moins accès au hardware, à ces fameux registres, etc. Tout est très automatisé, le travail du compilateur, la génération de l'assembleur, etc. Et donc, comment a réagi la démoscène à ça? Et le fait aussi que l'abstraction empêche l'exploit hardware, puisque maintenant tous les hardware doivent fonctionner avec n'importe quelle carte, tout ça. Donc, il n'y a plus tellement de spécificité hardware qui aide à trouver des exploits. C'est un travail beaucoup plus dur qu'à une époque. Et du coup, comment la démoscène a réagi à ça? Et ben, c'est assez intéressant. Elle s'est reposée des contraintes artificielles. C'est-à-dire, vous avez une machine, vous pouvez avoir une 3080 dedans, vous avez deux SSD d'1 Tera chacun, et dans la démoscène, on va vous dire, on va vous demander de faire, on va pas vous demander, mais il y a des catégories, et il y en a une par exemple, c'est de réussir à faire un exécutable qui tient en 4 kilooctets, ou en 8 kilooctets, ou en 64 kilooctets, et même en 256 octets, ça se fait. Je crois qu'il y a du 128 octets aussi dans certaines de nos parties, et du coup, c'est vraiment des contraintes qui aujourd'hui ont plus tellement de sens quand on n'est pas né avec ces machines, etc. Et c'est un peu ça aussi qui m'a fascinée. Moi, vraiment, je suis née en 92, hein, je suis une bleunette, et du coup, je ne connaissais pas tout ça. Moi, j'ai eu ma première machine, ma famille a eu la première machine, je crois qu'on était sous Windows, je sais même plus, genre 98, un truc comme ça. Genre, la première machine qu'on a eue, c'est un Minitel. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'ai tendance à dire, enfin, il n'y a pas que moi, hein, aussi dans certains articles, etc., qu'on est plus sur une époque de hacker la créativité. C'est plus comment on peut jouer avec des contraintes qui au final n'existent pas pour réussir à sortir un peu de malice et du coup de créativité. Sinon, du coup, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas trop le temps de tout vous les montrer, mais il y a les liens là. Donc encore une fois, si derrière je donne le PDF, vous pourrez aller les voir, ou sinon vous allez sur poète.net
cliquez là-dessus, par exemple. Hop. Vous allez sur Point.net. Et alors, c'est un peu rough comme design de site web. Mais vous aurez un catalogue absolument gigantesque de démos. Vous pouvez les trier selon les démos parties, selon les années, selon les groupes. Si vous voulez voir tout ce qu'a produit Cryonix, etc., etc. Alors, du coup, aujourd'hui, la démoscène, donc ça a évolué, hein, et du coup, ça a évolué comme une culture, comme une communauté avec une culture, des codes, des façons de s'exprimer, un lexique, autour de la création d'exécutables générant de l'image, du son, quoi que ce soit, sans oublier quand même il y a toujours aujourd'hui des démos et des gens qui codent en 2022 sur Atari, Amiga, ZX Spectrum, C64, etc., etc. Ça existe toujours. Et bien généralement, ces gens-là, vous les trouverez dans la démo. Si vous intéresse, venez. C'est cool. Il y a plein de démos parties toute l'année. En plus, maintenant, c'est en ligne, donc vous n'avez plus à vous déplacer si ça coûte trop cher de prendre des trains ou l'avion. Donc moi, je dis c'est tout bénéfique. Donc, communauté avec une culture, il y a de la compétition, on s'amuse un petit peu entre nous. Donc, en gros, les contraintes, les limitations, soit posées par les machines, soit prédéfinies dans un cadre où on a une machine 64 bits avec on fait ce qu'on veut, ces contraintes et ces limitations, elles forment des catégories dans lesquelles les démocineurs entrent en compétition entre eux et se jugent eux-mêmes. C'est le public qui choisit quelle démo a gagné telle ou telle catégorie, première place, deuxième place, troisième place, etc. Et making old computers still a thing. J'aimerais quand même bien vous montrer celle-là, parce que après en fait je vais vous en montrer une qui est sur Amiga 500 et qui date de 91. Donc je vais vous montrer genre qu'est-ce qui est fait en 2021, et après on verra qu'est-ce qui a été fait en 91. Donc ça c'est une 64 kilooctets. Tout ce que vous allez voir là tient dans un exécutable de 64 kilooctets, la musique également. Hein.
Voilà. Du coup, ça, c'est ce qui est produit en 2021 sur un PC, mais en 64 kilobits, sur un exécutable 64 kilobits. Donc c'est beaucoup de process pour générer les shapes. Il y a quelques modélisations, mais qui doivent être du coup très minimes pour tenir dans un volume de data qui est quand même pas énorme. Mais du coup, vous avez aussi des démos qui sortent encore sur C64. Ça, par exemple, c'est 2018. Hop. Donc, Commodore 64, une machine du début, milieu des années 80. Vous avez des trucs très sympas. 6 minutes, bon, elle durait un peu longtemps, les démos de l'époque, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer. Et voilà. Du coup, celle-là par exemple, je la trouve très rigolote parce que je trouve que l'image pourrait presque être, si on le regarde comme ça en dehors du contexte, on se dit juste ah c'est rigolo, du pixel art sur PC quoi. Mais non, c'est sur Commodore 64. Bon, là on sent un peu mieux, c'est sur Commodore 64 vu la palette. Mais voilà, il y a vraiment plein d'effets super sympas. Vous avez il est où ? Il y a un terrain un peu en voxelisation sur Commodore 64, hein, quand même. C'est pas rien. C'était vraiment une machine très limitée. Enfin, il fallait bien commencer quelque part. Hein. Voilà, vous avez plein d'effets super sympas. Bon, moi, je trouve que c'est celui-là le plus impressionnant. Et ça, du coup, il y a toujours des gens qui en font aujourd'hui. Ça se fait. Et des fois, ils écrivent des articles sur comment ils ont fait, c'est super intéressant. Donc, si c'est votre kiff, hein, n'hésitez pas. Ça, en gros, c'est pour le côté historique de la démoscène, du coup, le côté on hardware de mon talk Creation with Code on hardware. Maintenant, en fait, j'aimerais vraiment faire, on va dire, un petit raccourci. On va un peu oublier enfin, pas tellement oublier le code, hein, parce que c'est quand même tout longtemps. Mais du coup, pour moi, en fait, ce que ça m'a appris la démoscène, c'est vraiment que les possibilités matérielles, hardware, sont un moteur de créativité. Et c'est encore plus vrai, je trouve, avec des machines un peu anciennes, excusez-moi, comme l'Amiga 500. Là, je vais vous montrer une démo. On va regarder 2-3 moments de cette démo qui vont sortir en 91. C'est Hardwired. Et ça, c'est pour vous remettre en contexte, en fait. C'est-à-dire que si les possibilités matérielles sont un moteur de la créativité, c'est aussi parce que, personnellement, ces derniers temps, j'ai pris le temps de connaître les limitations des machines, parce que moi, j'étais perturbée. Je me disais, des fois, j'entrais dans une démo partie, il y avait un truc à l'écran, c'était pas ouf, et il y a la salle en fureur. C'est un peu moche. Genre, je sais pas, c'est quoi qui est cool dedans. Et j'avais envie de comprendre. Et du coup, je me suis un peu plus plongée dans le hardware d'une certaine époque. Donc ici, c'est quelques spécifications de l'Amiga 500 pour vous montrer à quel point c'était très limité. Donc c'était de l'assembleur 68K, le CPU cadencé à 7,1 MHz, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Effectivement, aujourd'hui, on est sur du gigahertz très facilement. Il n'y avait pas de cache. Vous n'aviez que 512 kilo-octets, bon, moi j'ai mis en anglais, mais voilà, kilo-octets de RAM. Vous aviez un tout petite résolution, vous pouviez avoir jusqu'à 32 couleurs. Vous aviez tout de même, je l'ai mis quand même, des chipsets dédiés pour le son et les graphismes, ce qui en a fait pendant un moment une machine plus puissante qu'un PC, au tout début des PC. Et vous avez un nombre limité de registres. Alors là, je vous ai mis un petit lien si ça vous intéresse. C'est tous les registres de l'Amiga. Il y a des démocineurs qui ont leur registre préféré. C'est des gens un peu bizarres. Hein. Oui. Pourquoi tu as marqué ? Pardon ? Note 256, tu as écrit. Oui. Pourquoi ? Ah bah, ça tombe bien, je vais expliquer juste après. Parce que moi, dans ma tête, c'était. Moi, j'ai un peu l'âge d'avoir utilisé ça, et dans ma tête, c'est 4096. Donc là, tu ne parles pas du tout du 4096, donc on est un peu loin de ça.
Non. me souvenais. Non, l'Amiga 500, en tout cas de ce qu'on a expliqué, c'est que ça a que 5 bits plain. Donc c'est 2 puissance 5. Ouais. En fait, Tu peux aller plus haut. tu as une palette de 4096 couleurs, mais a priori, tu as 16 ou 32 couleurs à l'écran. Mais pas avec le mode AM. Ah oui, le mode, Ouais. alors le mode AM il est très spécifique. Madame a programmé, tu fais pas des jeux en RAM. Non, ok, vous m'affichez quoi. Ok, non, mais ça me choquait un peu de mes souvenirs. C'est pour savoir si j'étais un peu trop dans la mémoire ou pas. Ok, non, mais. Non, en fait, le Non, pourquoi c'est 256. précis en plus, c'est ça qui m'a charrié en fait. Pourquoi tu t'es senti obligé de dire pas 256? Parce que, en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas comme moi, par exemple, il y a quelques mois, comment fonctionnent les bits plain. En fait, pour moi, un pixel, c'est un paquet de 8 bits par channel, donc 256 valeurs possibles par channel. C'est pas du tout ça en fait sur un Amiga. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai mis un note 256. C'est plus en comparaison, pour préparer un peu la suite, entre comment on définit un pixel aujourd'hui et comment on définissait un pixel à l'époque. Sur cette machine-là en tout cas. Du coup, alors c'est pas celle-là, c'est là. Enfin, je me dépêche. Je vais essayer d'aller vite. Hop. Alors du coup, c'était une démo de l'époque de l'Amiga 500 qui était assez intéressante du point de vue de ses graphismes, de son son. Si vous connaissez, si vous êtes un peu dans le jeu vidéo, c'est Jesper Kid qui a fait la track de cette démo. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la musique des Assassin's Creed et tout, il est assez connu comme musicien de jeu vidéo. Il est démotionnaire. Bon pareil, hein, c'est un peu long, malheureusement je ne vais pas tout vous montrer, mais si vous êtes sensible à ça, je vous conseille de la regarder parce que quand tu connais les contraintes de la machine, elle est très intéressante. Bon, il y a forcément toujours un peu genre qui c'est qui l'a codé, c'est les graphismes, du gros logo. Ah, il y a un charme, hein Hirotozo. Et là, c'est le moment flex. Ils vont vous mettre tous les effets qu'ils ont réussi à coder sur la machine, qui pouvaient être un peu compliqués. Ils vont vous les mettre à la suite. Là, c'est le métro fort. Ah, donc 91. Sur une machine qui a 512 kilooctets de RAM. Alors les Gen Vectors, c'est un truc très iconique de cette période-là de la démo. On en voit encore aujourd'hui, du coup. Les démos qui sont toujours codées sur les vieilles machines. Il faut bien se dire que ça s'est pas arrêté là. Hein. Vraiment, ça a continué. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a les toilettes. Voilà, des toilettes en rétréci. Parce que c'était des petits plaisantaines. Enfin, c'était des adolescents, quoi. Moi, je savais pas faire ça. Je suis un peu nulle. Vous avez des trucs bien sympas aussi. Bon, ça, c'est un parti. Moi, je voulais des trucs avant. Voilà, vous avez du wireframe qui mort. En fait, il y a un outil spécifique dans l'Amiga pour dessiner des lignes un peu intelligemment. J'ai un peu de truc. Voilà, vous avez du cube qui bounce en transparent. C'était plus facile de faire du transparent sur l'Amiga 500 que sur les PC d'aujourd'hui. Voilà. Petit tips, hein, le jeu vidéo ne sait toujours pas comment faire du transparent qui coûte pas un bras. L'Amiga 500 le faisait. Moi, c'est tout ça que je trouve passionnant. En ce moment. Voilà. Pas trop du live coding, mais... Et donc, moi, c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que les possibilités de la machine
certes, elle vous ouvre des portes, mais elle vous enferme aussi. Mais du coup, il y a cet aspect un peu de challenge, un peu de prendre des chemins, des raccourcis qu'on n'avait pas toujours envisagés, qui, moi, je trouve, est assez intéressant et moteur d'une certaine créativité. Et comment ça se ressent en pratique? Là, je repars un petit peu sur ce que je fais moi. Je dirais que je le traduirais comme ça. Donc, on commence par s'adapter aux limites du médium qu'on utilise. Donc, c'est de l'apprentissage. Ensuite, on les contourne. Donc, bon, moi, j'ai mis hacking, playing. Donc, on n'est pas sur le hack de l'époque des 8 bits où vraiment on craquait des logiciels. C'est vraiment hack au sens tricks. Là, ici, hein, il faut le comprendre. Sur le côté, je vous ai mis des petites images, donc bon, ça, adaptation, limitations, donc vieux UV, des shaders, on apprend à faire de la 3D en shader, et puis après, on se dit, tiens, ça peut être rigolo de jouer avec la projection, au lieu de faire de la perspective, pourquoi pas faire de l'orthographique ou de l'isométrique, alors que quand on fait du remarching, souvent, c'est la technique pour faire de la 3D dans de la 2D dans un shader, on définit une caméra et il y a une perspective et puis c'est tout. Il y a un Frosteron, Frostu, je sais jamais s'il y a un deuxième N. Vous avez une origine, une direction, et voilà. Ben, en fait, pas du tout. On peut faire plein de types de projections différentes. C'est là où je pense un peu à hacker, à jouer, etc. Et ensuite, on se crée de nouvelles limitations. Par exemple, au final, revenir sur de la 2D et faire des trucs avec une technique bien spécifique, et on reboucle. Bah, du coup, comme on va se mettre de nouvelles limitations, on va réapprendre des choses. Peut-être qu'on va devoir les recontourner derrière, etc. etc. Et c'est cette boucle-là qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment pris conscience ces derniers temps en pensant aussi ma pratique en relation très forte avec le hardware et les limitations du hardware. Voilà, je trouve ça super intéressant. J'ai 2-3 petits tips à vous donner pour vous prouver que ça ne sert pas entièrement à rien, au cas où. Voilà. Des exemples d'utilisation, je vais appeler ça. Donc, voilà. Par exemple, si vous faites du rendu précalculé, connaître, on va dire, la structure du CPU et la structure d'un GPU, ça peut être intéressant pour optimiser vos temps de rendu. Le CPU, c'est pas très bon en parallélisation, donc là les petits ALU, là, c'est les unités de calcul, donc on voit qu'un CPU en a beaucoup moins qu'un GPU. Par contre, il y a un très gros cache. Et il a accès à la mémoire globale, qui est souvent beaucoup plus conséquente que la mémoire graphique. Et donc du coup, ça veut dire que quand vous faites un rendu en précalculé, vous faites des tout petits buckets. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes sur Blender, les buckets, c'est les petits carrés là, qui se dessinent au fur et à mesure que vous rendez. Si vous faites des tout petits buckets quand vous êtes en rendu CPU, ça va rendre beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, il est très bon à échanger des informations, par contre, il n'est pas très bon en parallélisation. Donc, il n'est pas ultra bon à rendre un gros paquet de pixels d'un coup. Donc, faites des petits buckets. À l'inverse, le GPU, c'est bon en parallélisation, c'est pas très bon en échange d'informations, et puis la graphics memory, il y en a quand même vachement moins. Du coup, faites des buckets larges. Comme ça, vous envoyez une seule fois un gros bout de data, et derrière, le GPU, il va s'occuper de paralléliser tous les calculs sur tous les pixels que vous lui avez envoyés. Voilà. Un exemple d'utilisation quand on s'intéresse un peu au hardware. L'exemple un peu plus tech dont je voulais vous parler, c'est du bitplane en Amiga 500. Je suis désolée, je vais devoir faire vite, je suis vraiment navrée. Et ce qui est assez intéressant, moi je trouve, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que un pixel sur l'Amiga, c'est pas du tout un gros paquet avec un octet par channel. Donc j'ai mis 3 channels, il peut y en avoir plus. Ce qui est intéressant dans l'Amiga, c'est que un pixel, c'est décrit par un octet par bitplane. Et si vous stackez tous les bitplanes ensemble, vous avez un nombre binaire de 5 chiffres si vous avez 5 bits, enfin de 5 bits si vous avez 5 bitplanes, etc. Vous obtenez un nombre binaire qui est un index vers une palette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous ajoutez de bitplanes, plus vous allez avoir des nuances, puisque vous allez pouvoir aller fetcher plus d'adresses dans la palette. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que du coup, si vous faites une image monochrome, juste noir et blanc,
vous avez besoin que d'un bitplane. Et ça, c'est super puissant. En tout cas, moi je trouve avec mon œil de nana qui a fait de l'ordinateur qu'avec les PC, c'est que bah, du coup, vous gagnez des instructions. Ça se voit ici, alors je sais pas si je peux zoomer. Ah, bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Non, je peux pas zoomer. En tout cas, ici, par exemple, cette image, elle est affichée avec 4 bitplanes. Donc, il y a plus de nuances dans les grilles, hein, ça se voit. Et ici, tout ce qui est en bleu, c'est les instructions du chipset graphique de votre Amiga. Vous voyez que là, il y a des gros pâtés. Ça veut dire que toutes ces instructions-là, c'est ligne par ligne. Hein, toutes ces instructions-là, elles sont prises par le chipset graphique. Si au final, vous faites une image avec juste 2 bitplanes, vous regagnez de l'instruction, ici, qui peut être utilisée par le CPU, le chipset son, whatever. Le copper, le blitter. Et moi, je trouve ça vachement élégant, en fait. Parce que aujourd'hui, quand on veut faire une image duochrome, imaginons, ben, on a quand même toujours 256 valeurs par channel dans son pixel. C'est dommage, ça peut ne servir à rien dans certains cas, en fait. Et du coup, voilà, je voulais vous présenter ça parce que je trouvais ça super élégant. Et dernier petit tips pour le fun, c'est des trucs de code golfing. Parce que par exemple, bon là c'est pour du GLSL, mais par exemple sur Amiga, encore une fois, le principe c'était de réduire au plus possible les cycles, donc les instructions, pour que ça prenne pas trop de temps à être exécuté. Et donc du coup, ça pouvait aider d'écrire des instructions plus courtes. Il y avait des petits tips aussi, des petites techniques, genre si votre adresse elle était déjà enregistrée quelque part dans un cache, c'était plus facile d'aller la fetcher, plus rapide en nombre de cycles. Il y a des gens qui connaissent qu'un move c'est 12 cycles, des trucs comme ça, c'est fou. Et du coup, si vous concaténez votre code, en fait, non seulement vous allez plus facilement rentrer, si vous faites du GLSL par exemple, dans la limite des 4 kilooctets ou des 8 kilooctets si vous voulez faire de la démo, mais en plus, bah, sur des anciennes machines, ça s'exécute plus vite de concaténer certaines parties du code. Pas toujours, il y a des petites subtilités, mais voilà, du coup, bah, par exemple, en GLSL, vous pouvez faire float ABC au lieu de float A, float B, float C. Et un truc un peu rigolo, une matrice de rotation pour pi sur 2, avec un angle de pi sur 2, bah, en fait, ça peut être ça. Et là, c'était un peu plus pour vous montrer des tricks de maths. Parce que, en fait, 33, c'est un multiplicateur de pi sur 2, presque, à pas grand chose près, etc. Donc en fait, si vous remplacez ça par ça, vous aurez à peu près le même résultat. Si ça vous va graphiquement, ben c'est beaucoup plus réduit à la peine. Des petites choses comme ça. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre écoute. Je suis désolée, je crois que j'ai un peu dépassé, je suis pas sûre. Et je voulais aussi dire un grand merci à Tregui qui m'a aidé à trouver une structure pour ce talk. Et, je sais pas s'il y a encore des questions, je suis navrée. Ben moi, je trouve très intéressant l'idée de... Je trouve très intéressant l'idée de faire de la création à l'idée limite. Parce qu'on a toujours fait ça, hein. Quand on fait de l'aquarelle, on se limite drôlement. Quand on fait de la photo noir et blanc aussi. Quand on fait de la musique, on a un instrument qui fait certains sons et pas d'autres. Donc c'est fondamental, je crois, cette limite dans la création. C'est intéressant quoi, que vous le retrouviez avec l'ordinateur, justement. Ouais, moi je trouve ça très formateur. Oui, non mais c'est pas le sujet. Et juste je voulais rajouter que ce que ça m'a aidé aussi à comprendre et à formuler, c'est que comprendre ce qu'il y a derrière, ça amène un deuxième regard sur les images et les sons, et des choses comme ça, et une deuxième sensibilité en fait. C'est toute la théorie des mots Foucault sur la kinesthésie. Mais voilà, je vous encourage très fortement à essayer de plonger un peu plus profond dans la tech. Peut-être que vous y trouverez des choses qui vont vous inspirer. Voilà. J'imagine que une bonne partie de la démocine, c'est des gens qui, sans mettre les mains sur du hardware original, ils passent par des émulateurs.
Alors il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien contents d'avoir la vraie machine. Il y a des démo parties qui mettent un point d'honneur à exécuter ce qu'on lui fournit sur la machine originelle. Il y en a d'autres qui sont un peu moins effectivement regardant là-dessus et qui utilisent des émulateurs. Mais alors par exemple si tu veux avoir ça, genre la représentation de tes cycles ligne par ligne en images comme ça, c'est un émulateur qui s'appelle WinUAE. Là, comme ça. Je crois que je l'ai là. Ici, là. WinUAE. Sur cette question, il y a aussi un truc intéressant, c'est que dans la démocine, on a eu des gens qui ont eu une très grosse fierté à exploiter la machine au point auquel aucun émulateur n'était capable d'émuler ce qu'elle faisait. Et du coup, la démocène était un apport énorme d'informations pour les développeurs d'émulateurs pour comprendre des trucs, du comportement vraiment de pousser aux limites de certains matériels, en utilisant du matériel de façon qui n'avait pas le droit d'après Adobe d'être utilisé, d'exploiter des bugs de conception, des effets de bord de pas utiliser. Et tous ces trucs-là ont servi d'input aux émulateurs de maintenant qui sont beaucoup plus poussés que ce qu'ils auraient été sans les gens qui connaissent les machines à ce point. Et il y a un truc aussi, mais que on a fait il n'y a pas longtemps, c'est l'Apple II par exemple. Ouais, C'est le basique. ouais, mais en fait c'est aussi au niveau des couleurs, en fait sur un écran CRT, en fait sur Apple II tu crées de la couleur en fait avec des interférences. Oui, j'ai vu sur Twitter le vampire de Castlevania, il montrait des grilles au niveau des yeux, qui à quoi ça sert, mais dès que tu vois là, sur le CRT, c'est Ouais. artistique vraiment impressionnant. Et du coup, bah, si tu testes sur émulateur, ben tu l'as pas. Quelqu'un va créer un émulateur de CRT, genre, je sais pas si c'est... En fait, il y a des tricks qui se sont même carrément basés sur manipuler le signal qui est envoyé dans la Péritel, puisque c'était du signal analogique qui est envoyé dans la Péritel au CRT. Donc ça, effectivement, sur un émulateur, tu le retrouveras. Ça me paraît compliqué.